Dans ce chapitre, nous proposons trois invariants pour déterminer le couple. Nous renvoyons donc l'auditeur à la lecture de ce chapitre. Nous pouvons cependant circonscrire les éléments que nous avons dégagés dans ce chapitre 3, notamment la définition générale du couple que nous proposons. La voici. Le couple est une modalité de relation nécessitant pour se constituer l'instauration d'un lien, exclusif ou non, et qui pour perdurer demande son maintien. Le lien est l'objet de la liaison comme le résultat de celle-ci. Ce qui solidifie, spécifie et détermine ce lien demeure l'utilitarisme, l'affectivité et la sexualité. L'utilitarisme renvoie à l'ensemble des moyens matériels, symboliques, historiques et socioculturels par lesquels les sujets s'inscrivent dans le couple et dans l'environnement. Il possède donc une fonction sociale non négligeable. Même si l'affectivité, comme socle fondamental du couple, peut être questionnée, il se maintient, au moins, comme idée de l'idéal conjugal chez nos contemporains et comme moyen de rester ensemble, a priori, sans limite de temps, sous l'égide du principe d'indissolubilité. La sexualité comporte une dimension reproductive évidente si on adopte une vision hétérocentrée, permettant la perpétuation de l'espèce, plus spécifiquement de la lignée. La dimension charnelle, de plaisir, y est également valorisée. De nos jours, sexualité et relations de couple sont intrinsèquement liées sous le joug de la jouissance, bien qu'ils ne puissent pourtant pas être une fin en soi. Notons que le couple est plus que jamais déterminé par le sexe à visée non reproductive. De fait, il est à la fois son origine, son ciment et son obstacle. Enfin, la sexualité peut, parfois, être décorrélée de rapports sexuels, suggérant que l'érotisme ou des gestes tendres, voire le pacte d'absence de sexualité, comme chez les asexuels, sont à entendre comme des manifestations compensatoires de celle-ci. Voici pour notre définition du couple. En clôture de ce chapitre 3, nous soulignons que nous avons tenté de définir le couple en nous appuyant sur trois invariants, l'utilitarisme, l'affectivité et la sexualité. Chacun fut développé afin qu'émerge notre définition ne conservant que la substance vive de nos propositions. Cet effort de définition étant important afin de proposer ensuite une typologie du couple dans son rapport à l'exclusivité, ce à quoi va s'employer Noan Cunin. Chapitre 4. Typologie du couple dans son rapport à l'exclusivité. De nouveaux modèles relationnels émergent avec les mouvements LGBTQIA+, polyamorie par exemple, le casual sex, Eva et Luz, comme l'aventure d'un soir, les nouveaux régimes d'union des dernières décennies, tels que le Pax, voire avec l'effritement des anciennes forces instituées du couple, à l'instar du mariage. Ces mutations s'adressent à nous autres praticiens et ou chercheurs des sciences humaines avec ces questions. Qu'en est-il de l'exclusivité affective et sexuelle dans le couple d'aujourd'hui? Quelle place occupe-t-elle? Est-ce que le couple est, par définition, destiné à la fidélité réciproque et l'indissolubilité des liens? Peut-on le penser différemment en reconfigurant les normes, valeurs et principes le gouvernant depuis des siècles? Si oui, qu'est-ce que les nouvelles modalités de couple, par comparaison avec le modèle traditionnel, nous enseignent? Comment s'organise la dynamique du lien, notamment intersubjectif, au sein des nouveaux modèles relationnels? Quels idéaux les soutiennent? Quelle résistance émerge? Enfin, quelles sont les caractéristiques fondamentales de ces différents types de couples en termes d'économie psychique? Pour appréhender ces questions, il m'a semblé fondamental de dresser une typologie des couples en rapport avec la manière dont la norme d'exclusivité affective et sexuelle y est appréhendée et de classifier les modèles relationnels qui s'y adjoignent. Couple traditionnel, libre, polyamoureux, libertin, relation apatride. Pour commencer, nous réaliserons une typologie du couple dans son rapport à l'externalisation de sa relation. Ensuite, nous explorerons les spécificités des configurations coupales en découlant. Enfin, en dernier lieu, nous associerons les différents types de couples, exclusifs et non exclusifs, à la configuration relationnelle qui lui sied. En préambule, je soulignerai qu'il me semble pertinent d'envisager les variétés des liens coupaux à travers le prisme de la typologisation. Il s'agit de la science de l'analyse et de la description des formes typiques d'une réalité complexe, permettant la classification. La typologisation implique donc une classification, permettant ensuite une étude des types de couples du point de vue de leur disposition à externaliser ou non leurs relations à un tiers ou des tiers. Aussi, cette typologie permettra d'identifier les effets qu'a le degré d'externalisation affective et ou sexuelle dans le couple sur son économie psychique. Pour rappel, la sexualité renvoie, entre autres, à la manière dont l'érotisme, l'acte sexuel, la psychogénitalité, les fantasmes et la pulsionalité sont appréhendés et soutenus au sein du couple, en fonction de la configuration relationnelle qu'il privilégie. L'affectivité,
elle, renvoie à la façon dont les affects, alliances, pensées, mécanismes de défense, si ce n'est l'ensemble des processus psychiques, tels que les effets identificatoires et/ou projectifs, sont mobilisés au sein du couple, qu'ils soient exclusifs ou non. Cela étant dit, concentrons-nous désormais sur la dimension concrète de la recherche. Qu'entendons-nous par type de couple? Sous-partie 4.1, le type exclusif et non exclusif. Le type renvoie à la manière dont l'exclusivité sexuelle et affective est considérée par l'objet couple. Dans un effort de typologisation, je propose de considérer que le couple peut l'envisager sous deux formes différentes, exclusive et non exclusive. Je propose de décrire les caractéristiques de ces deux types de couples. Premièrement, le couple exclusif. Il repose sur une relation monogamique, c'est-à-dire que les sujets du couple ont un partenaire sexuel et une relation affective unique, donc exclusive. Ils ne partagent pas, en principe, le partenaire avec une tierce personne sur ces plans-ci. J'utilise les termes en principe, puisqu'il peut exister des configurations où le ou les partenaires entretiennent ou comptent entretenir une relation adultérine qui remet en cause le principe d'exclusivité. Néanmoins, celui-ci a comme caractéristique d'être caché, non officiel, secret. Il s'agit donc d'une transgression du contrat d'exclusivité. La partie 4 se centrera sur la non-exclusivité transgressive. Deuxièmement, le couple non exclusif. Il repose sur une relation coupale plurielle. C'est-à-dire que les sujets l'habitant peuvent avoir plusieurs partenaires sexuels et/ou plusieurs relations sentimentales en simultané, sans que cela soit une transgression du devoir de fidélité. C'est-à-dire que cette non-exclusivité est éthique, nous le verrons dans la partie 5. En fonction du modèle de couple, polyamorie, couple libre par exemple, le seuil de tolérance de l'externalisation relationnelle évoluera. L'autorisation est uniquement sexuelle chez les uns, couple libre et aventure d'un soir, uniquement affective chez d'autres, polyamour asexuel, dans une alternance ou simultanéité chez les derniers, polyamour. Quoi qu'il en soit, le contrat établi entre les partenaires est souvent reconnu d'eux et relativement consenti. Notre typologie en construction étant amorcée, tentons d'aller plus loin. Ceci puisqu'il existe, en fonction de chaque type de couple, des modalités particulières pour faire couple, c'est-à-dire une façon précise d'apprécier l'exclusivité sexuelle et/ou affective en fonction du type de couple qu'on privilégie. Celle-ci déterminera, spécifiera et, quelque part, donnera une identité à l'objet couple. Voyons lesquels. Sous-partie 4.2, les configurations des modèles relationnels selon le type de couple. Par modèle de couple, nous entendons un schème de référence et modèle de conduite, dans le champ de la coupalité ici, basé sur la culture admise, établie dans une société et qui est acquise quasi spontanément par chacun des membres qui y vivent. Birou. Le modèle coupal caractérise encore davantage la dynamique de la relation que le type de couple, exclusif ou non. En ce sens où des normes spécifiques, voire des incorpora, rouchis, relativement partagés par celles et ceux qui adhèrent au modèle en question suivent. Cela organise ainsi la dynamique de couple. Les modèles que nous allons présenter sont des configurations relationnelles qui spécifient davantage nos deux ensembles généraux que sont le type exclusif et non exclusif. Autrement dit, notre typologie classifiera 5 modèles: le couple traditionnel, libertin, libre, polyamoureux et apatride, étant réciproquement répartis en deux groupes, celui des couples exclusifs et celui des non exclusifs. Nous allons à présent décrire chaque modèle. Le modèle traditionnel. Ce terme de traditionnel est appendicé dans son acception contemporaine. Comme la partie 3 à venir le démontrera, le couple d'aujourd'hui n'est plus nécessairement institutionnalisé par le mariage. Autrement dit, il n'est plus garanti par les institutions. Smadja. Le dit modèle traditionnel, dans cette recherche, concernera l'ensemble des couples monogames, c'est-à-dire engagés dans un type relationnel exclusif, tant sur le plan sexuel qu'affectif. Autrement dit, le lien coupal implique qu'aucun des partenaires ne doit entretenir des rapports sentimentalo-sexuels avec un tiers amant. L'alliance coupale repose sur un contrat régi par deux principes fondamentaux. Premièrement, la fidélité réciproque. Deuxièmement, l'indissolubilité du lien. C'est-à-dire qu'ils s'engagent avec le projet de rester ensemble, en principe, sur du long terme. Ce modèle, majoritaire en France, est hérité, en partie, de notre ancrage judéo-chrétien. Nous étendrons cette considération. Le modèle libertin. Ce modèle de relation n'est pas nouveau. Ses débuts remontent au début du XVIIe siècle. Sans doute en 1620, dans l'aristocratie. C'est davantage une révolte contre l'ordre ecclésial, où les libertins cherchent le scandale, se moquent des prédicateurs, affectent de ne pas observer la règle du jeûne et de l'abstinence, chantent dans les cabarets des couples impies et obscènes.
Notons que le libertinage contemporain est régulièrement encadré dans des espaces qui lui sont dédiés. Comme le souligne Capucine Moreau, aujourd'hui perdurent les clubs ou saunas libertins, qui coexistent avec les sites libertins nombreux, permettant de rencontrer d'autres couples à domicile. Cela étant dit, demandons-nous, qu'entendons-nous par libertinage? Le modèle libertin, en quelques mots. Le libertinage se présente davantage comme un moyen d'externaliser sa relation sexuelle conjugale monogamique momentanément auprès d'autres couples, le désirant également. Le libertinage n'est pas, cependant, du polyamour, car la dimension affective n'est pas convoquée avec le couple auprès duquel les partenaires partagent leur intimité, comme le précise la sexologue Capucine Moreau. En général, les libertins mettent la frontière de ce qui est permis ou non à l'endroit du sentiment. S'il ne s'agit que de sexe, ou presque, cela rentre dans le contrat. S'il s'agit de développer des sentiments amoureux, on n'y est plus. En ce sens, le modèle libertin est affairé à l'ensemble couple de type exclusif, pour la plupart, mais des éléments de cet ensemble relèvent du type non exclusif. Autrement dit, le rapport que le couple entretient avec le type coupable est exclusif. Pour autant, la manière de traiter l'exclusivité contient des caractéristiques similaires à celles présentes dans l'ensemble non exclusif. Cela témoigne qu'une caractéristique telle que le partage sexuel du partenaire peut être un élément appartenant aussi bien à l'ensemble du type exclusif que non exclusif. Cela sera largement étayé dans le chapitre 7. Simplement, ce qui spécifiera ce type coupable reste le vécu de cette externalisation, la manière dont se le représente le couple. Cela est aussi vrai chez les couples traditionnels où l'adultère est prohibé, mais, pourtant, fréquemment pratiqué, sans remettre en cause le contrat d'exclusivité coupable. Chez les libertins, la non-exclusivité est considérée comme une transgression sexuelle partagée du devoir de fidélité. C'est en ce sens qu'ils se considèrent comme des couples exclusifs. Les différentes configurations libertines. Le libertinage contemporain peut prendre différentes formes pouvant se superposer. Premièrement, les côte-à-côtistes. Un couple entretient un rapport sexuel à proximité d'un autre couple, faisant de même, mais ils ne se touchent pas. En ce sens, il n'y a pas de pénétration sexuelle hors couple. Welserlang. La pratique du côte-à-côtisme vient nourrir, voire combler, certains fantasmes. En faisant l'amour en présence de personnes qui pratiquent le même genre d'activité, l'un ou l'autre des partenaires réalise de son fantasme de s'exhiber au regard des autres dans une activité généralement plus intime. Michaud. Deuxièmement, le mélangisme. Le couple entretient des relations érotiques avec d'autres personnes, mais sans pénétration via les organes génitaux. Sera plutôt privilégié des préliminaires. Caresses, cunilingus, masturbation, fellation, pénétration avec les doigts. Mimouni. Les candolistes, où l'un ou les partenaires jouissent en regardant ou en sachant que leur moitié pratique une activité sexuelle avec un autre. Cela convoque puissamment les tendances voyeuristes et exhibitionnistes, étant pour l'occasion le pivot de l'excitation érotique. D'après Herbin, le candolisme vient nous dire en creux, il faut toujours s'y mettre à plusieurs pour assurer la jouissance de l'autre. Plus généralement sur la transgression sexuelle, notons qu'elle est ce qui est précisément jouissif pour contrer la morosité et l'ennui du sexe, souligne Emmanuel Graton. Quatrièmement, les échangistes ou sigisbés. Les personnes échangent leur partenaire momentanément, avec ou sans pénétration. C'est une ouverture au tiers, mais contrôlée. Les enquêtes montrent que les échangistes sont des couples non seulement fidèles, mais attachés à l'idée de fidélité dans la vie ordinaire. Pour maintenir cet idéal de fidélité, ils préfèrent organiser et décident communément les temps d'infidélité pour en avoir la maîtrise. Chaumier. Cela évite que les partenaires développent un lien trop privilégié avec l'amant. Il permet de sauvegarder l'idéal fusionnel en refusant ces impasses. Chaumier. Si l'échangisme est fréquemment associé au sigisbé vénitien, c'est parce qu'il en adopte les caractéristiques. Les bourgeois relativement âgés de Venise s'unissaient régulièrement à des jeunes femmes, desquelles ils redoutaient qu'elles badinent avec des hommes plus affriolants et fringants qu'eux. Se développa alors la pratique des sigisbés, un échangisme archaïque, en somme, où le sigisbé habitait dans le même immeuble. L'époux avait ainsi une relative certitude que sa jeune épouse entretenait des relations charnelles qu'avec un seul autre homme. À regret, je tiens à préciser que je ne procéderai pas à une exploration approfondie des ressorts psychiques que ces différentes pratiques libertines convoquent. Je justifierai ce choix par le fait que ce modèle coupable sera sous-représenté dans cette thèse, notamment par manque de matériel clinique, donc il ne nécessite pas une exploration substantielle. Le modèle polyamoureux et le modèle couple libre seront davantage mis à l'honneur. À ce titre, la question qui se pose à nous demeure, qu'entendons-nous par polyamour? Le polyamour, ou polyamorie, en guise de préambule, voici une définition proposée par le groupe Facebook Polyamour, comptant le plus d'abonnés polyamoureux en France. Polyamour est une traduction du néologisme anglais polyamorie,
présent dans le Oxford English Dictionary. Polyamorie est une autre traduction possible du même terme. C'est un choix de vie relationnel, celui de prendre et offrir la liberté de vivre. Plusieurs rencontres ou relations dont le degré d'intimité et d'implication dépendent de chacun, avec l'information et le consentement des partenaires concernés, sous condition que tous et toutes puissent bénéficier de cette même liberté. Le terme vient du grec et du latin plusieurs amours. Il est donc synonyme de amour pluriel, amour multiple, amour libre. Le polyamour comprend amour au sens le plus large, c'est-à-dire un éventail de possibilités. Relations amoureuses classiques, relations asexuelles, relations aromantiques, en passant par toutes les nuances imaginables dans les rapports intimes et affectifs, incluant ou non du sexe. Autrement dit, le polyamour ne prescrit pas le contenu des relations, seulement que chacune, peut en vivre plus d'une, et le fait sans mentir, ni le faire subir par les partenaires. Cette définition, d'ores et déjà bien étayée, peut être commentée et complétée par des éléments issus de mes expériences cliniques. Voici la définition que je proposerai quant à ce modèle relationnel. Le polyamour, ou polyamorie, est une modalité relationnelle offrant la possibilité d'avoir des relations plurielles, simultanées ou non. Relations qui se doivent d'être éthiques et consensuelles. La polyamorie peut reposer sur une relation socle ou non, impliquer un partenaire primaire et des secondaires ou non, citons le cas de l'anarchie relationnelle. Afin d'être le plus clair possible, je propose de revenir sur les termes les plus importants. Le terme possibilité suppose qu'un sujet peut se dire polyamoureux en ayant plusieurs relations simultanées ou non. Il peut très bien se considérer comme polyamoureux, même s'il n'a qu'une relation, tel qu'un couple traditionnel, comme un célibataire, que la communauté nomme solopoly, ou s'il oscille entre monogamie et polyamorie. Il sera alors qualifié d'ambiamoureux. Être polyamoureux est à entendre comme une revendication identitaire, narcissique. Nous y reviendrons dans la partie 5. L'essentiel est dans ce qui suit. Ces relations plurielles ne sont pas obligatoirement sexuelles et ou amoureuses, d'où l'ambiguïté avec polyamour. Effectivement, le sujet peut être polyamoureux en étant aromantique, c'est-à-dire en n'éprouvant pas de sentiments pour autrui, orchidromantique, en désirant ne pas ressentir de sentiments pour son ou ses partenaires. La journaliste Françoise Saint-Père, pionnière de la polyamorie en France, l'explique avec clarté lors d'un entretien. Le polyamour, c'est inventer ses propres valeurs d'amour. Herzog. Pareillement, le sujet peut être asexuel, ne pas éprouver de désir sexuel et ou ne pas pratiquer d'activité sexuelle, ou orchidisexuel, ne pas vouloir ressentir de désir sexuel dans ses relations. La polyamorie, c'est inventer ses propres valeurs sexuelles. En somme, ce ne serait pas la manière dont la personne vit son rapport à l'exclusivité qui déterminerait si elle est polyamoureuse ou non. Cela relèverait plutôt d'un choix intime et personnel. Elle est membre de la communauté uniquement si elle, et seulement elle, se considère comme telle. Éthique et consensuelle. La dite dimension éthique implique que tous les protagonistes de la polycule sont informés qu'ils s'engagent dans une relation plurielle et sont informés de l'existence de l'ensemble des membres de cette polycule. Ce terme dérivé du terme molécule veut dire le groupe de personnes que fréquente un sujet polyamoureux. Mais ce qui compte n'est pas seulement de le savoir, il est fondamental que tous les acteurs de la polycule soient d'accord, qu'ils acceptent ce modèle pluriel et les autres partenaires, c'est la dimension consensuelle. Ainsi, des relations plurielles imposées à un partenaire sont, certes, plurielles par définition, mais ne sont pas éthiques ni consensuelles. De fait, elles ne peuvent être considérées comme appartenant au modèle polyamoureux. Par exemple, l'adultère monogame a des relations plurielles, mais n'est ni éthique ni consensuel pour la communauté, car l'adultérin n'a souvent pas informé son ou sa partenaire de l'existence de son amant ou de son amante. Pareillement, son ou sa partenaire n'a pas accepté cette pluralité relationnelle, mais l'a subie. Il en est de même concernant l'amant qui vit, régulièrement, cette relation dans l'ombre d'une relation première. Notons que dans la polyamorie, les membres de la polycule sont informés de l'existence des autres, mais ne sont pas nécessairement en lien les uns avec les autres. Ainsi, si les membres de la polycule ne se fréquentent aucunement, indépendamment du partenaire au centre de ce réseau, ils parleront de polyamour parallèle. En revanche, ils parleront de kitchen table lorsque les membres de la polycule se rencontrent pour faire des points. Il est intéressant de noter que cette formule de kitchen table n'est pas anodine dans la communauté. Comme notre socio-historisation le précisera, chapitre 5, les fondateurs de la polyamorie, qui formaient tous les quatre une polycule, auraient élaboré ce terme autour de la table de la cuisine d'un de ses membres. Du moins, c'est ce que le mythe raconte. Relation socle, partenaire primaire, partenaire secondaire. Dans la grande majorité des cas, les polyamoureux ont une, parfois plusieurs, relations principales
qu'il nomme relation socle. C'est là où les relations qu'il privilégie par rapport aux autres. Le ou les partenaires de cette relation sera ou seront le ou les partenaires primaires. Les partenaires secondaires sont ceux que vous aimez mais avec lesquels vous ne vivez pas, nous disent Easton et Hardy. Dans les faits, ceci est relatif, car certains polyamoureux ont des partenaires secondaires avec lesquels ils vivent, parfois épisodiquement. Pour autant, ils privilégieront toujours leur partenaire principal. Certains, mais ils sont rares, parlent de relations et partenaires tertiaires. Il s'agirait d'aventures relativement épisodiques et sans attachement profond. Quoi qu'il en soit, cela laisse entendre que, hiérarchiquement, le sujet subordonne son ou ses partenaires secondaires aux partenaires primaires, s'envisagement rarement au pluriel, sauf dans le cas d'un trouble par exemple, soit 3 personnes en concubinage. Il existe, néanmoins, une variante à ce modèle polyamoureux hiérarchique majoritaire, en ce qu'il nomme l'anarchie relationnelle. Cela reste de la polyamorie pour la communauté, mais serait un sous-modèle alternatif. De fait, il n'est pas défini clairement. Aucune définition ne fait l'unanimité à son sujet au sein de la communauté, quand bien même certaines figures de la communauté s'y seraient essayées. Je pense notamment à Easton et Hardy, qui ont défini l'anarchie relationnelle comme un style de relation dans lequel les participants choisissent de ne pas hiérarchiser les relations de la plus importante à la moins importante et qui repose sur le moins d'accords possible. En appui sur cette proposition et en référence aux témoignages que j'ai recueillis durant mon investigation, voici une modeste proposition de ma part. L'anarchie relationnelle suppose une absence totale de hiérarchie entre chacun des partenaires. Il n'y a pas de partenaire primaire, ni partenaire secondaire, ni relation socle. Chaque partenaire est au même niveau, aucune relation n'a à être mise en balance avec une autre. Au sein de la relation, il n'existe peu, voire aucune règle enserrant le cadre des modalités d'externalisation relationnelle. Quelque part, l'anarchie relationnelle est une forme d'acouple où le sujet a plusieurs relations simultanées, sexuellement et ou affectivement, sans en catégoriser aucune derrière le terme de couple. Nous pourrions dire qu'il y a un point d'achoppement avec le casual sex, que nous développerons prochainement, à la différence près que la dimension affective a pleinement sa place dans l'anarchie relationnelle. Afin de saisir la nuance entre ces deux modèles, anarchie relationnelle et casual sex, la partie à venir pourrait s'avérer riche d'enseignements. Le modèle casual sex ou apatride, des plans cul aux sex friends. Le casual sex englobe les dits plans cul et sex friends. Le casual sex est à entendre comme une sexualité occasionnelle ou sans lendemain, entendue ici comme une forme de sexualité pure et dure, laquelle est légitimement distincte du sexe engagé dans une relation stable. Le casual sex a évolué jusqu'à devenir une forme sociale distincte, connue sous différentes appellations, comme plan cul, sex friends ou amis avec bénéfice, résume Eva Illouz. C'est une relation où, généralement, la dimension sexuelle prévaut et où l'amour est absent, voire prohibé. Dans le casual sex, il est important de distinguer plus précisément le plan cul du sex friend, qui sont des sous-modèles de la modalité principale casual sex. Les plans cul et sex friends ne seront pas investis pareillement par les sujets et impliquent une dynamique relationnelle différente. Voyons en quoi, en débutant par une exploration de la configuration plan cul. Approche métalinguistique du plan cul. Il s'agit d'une pratique relationnelle où l'enjeu principal demeure le rapport sexuel. Cependant, malgré la sémantique de la formule, le plan cul ne privilégie pas nécessairement une sexualité rectumocentrée. Pourquoi utilise-t-on le lexème cul plutôt que sexuel lorsqu'on désigne ce mode relationnel ? Yves Sarfati, professeur de psychiatrie et psychanalyste, s'est penché en 2018 sur une analyse éclairante de la question. Il avance 3 voies explicatives que nous compléterons. Premièrement, le terme Q gomme l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Laisse-moi Que l'on finir soit ça. homo, hétéro, pan, demi ou bisexuel, chacun peut recourir à la pénétration anale, qu'il soit pénétré et ou qu'il pénètre. L'expression plan cul introduit symboliquement une non-discrimination autant en termes de pratique qu'en termes de personnes avec la ou lesquelles elle est réalisée. Deuxièmement, l'anus est un réceptacle contraceptif, souligne l'auteur. Une pénétration anale est la promesse anatomique qu'aucune grossesse n'adviendra. Étant donné que le plan cul est une aventure sexuelle éphémère, cette sémantique se place au service de ce contre quoi ce sous-modèle relationnel se défend. Un lien indéfectible et un potentiel attachement à terme. Effectivement, si parentalité il y a par la suite d'un rapport, cela scelle, Voyons en quoi, sans mauvais en jeu de mots, débutant par une le lien exploration entre de la eux, et c'est bien configuration de cela plan que le cul. plan cul se protège. Tu Troisièmement, vas me faire une conséquence exploration sans doute plan de la cul, dimension non procréatrice du rectum, la pratique anale s'inscrit dans ce que Freud C'est de désignait la comme une science. transgression anatomique. Seulement, ici,
Cette transgression est valorisée car l'activité sexuelle a les avantages, le plaisir pouvant aller jusqu'à la jouissance, mais sans les désavantages, comme la grossesse. Le cul, entre guillemets, c'est une activité sexuelle exclusivement récréative, sans peur du lendemain. C'est peut-être d'abord cela un plan cul, la garantie d'une sexualité récréative, non procréative, résume Sarfati. Nous saisissons désormais la symbolique du terme cul, mais qu'en est-il de celle de plan? Elle peut être comprise qu'à partir du moment où nous l'appréhendons lexicographiquement. Soit le plan désigne une surface, unie, plat, sans inégalité de niveau, sans courbure. Soit, au sens figuré, un projet élaboré, comportant une suite ordonnée d'opérations, en vue de réaliser une action ou une série d'actions. Dans la première acceptation, on retrouve, métaphoriquement, l'idée d'une relation lisse, voire polissée, où le lien, notamment amoureux, n'a pas lieu d'évoluer en fonction des vicissitudes, des courbures, des sentiments, puisqu'il ne prend pas en compte ces derniers. Dans la seconde acceptation, il suppose une succession d'événements concourant à la réalisation d'un but précis, l'accomplissement d'un acte sexuel en l'occurrence. Ainsi, le plan Q, dans cette recherche, sera défini comme suit. Le plan Q est un projet relationnel dont le périmètre est circonscrit à la sphère sexuelle, laquelle est envisagée exclusivement dans sa dimension récréative et non procréative. La dimension affective est, supposément, absente. Au-delà de cette analyse métalinguistique, qu'en est-il concrètement de la dynamique du lien dans ce sous-modèle relationnel? Le plan Q dans son univers relationnel. Cette sous-modalité n'implique aucunement la dimension affective a priori. Le plan Q s'oppose en tout point à ce que le philosophe Richard Memmeteux nomme le maximalisme sexuel, soit le fait de considérer que toute aventure sexuelle doit être appréhendée dans l'horizon d'un amour potentiel. Les maximalistes sexuels considéreraient que tout est tenu vers l'amour, vers la relation longue. Dans le sous-modèle plan Q, c'est tout l'inverse, il s'agit d'un anti-maximalisme sexuel. Il n'en demeure pas moins que, d'après mon expérience clinique, un certain nombre de plans Q finissent par former un couple à terme. Si c'est le cas, il quitte alors cette sous-modalité relationnelle. Elle était alors un préambule à la transition de la relation vers un modèle impliquant de l'affectivité, polyamour, couple traditionnel, couple libre, libertin. Nonobstant, lorsque cela n'est pas le cas, que la relation n'évolue pas vers un minimum d'affectivité, il est fréquent que la relation s'arrête après quelques mois. Les motifs sont nombreux, mais les plus fréquents que j'ai rencontrés, en cabinet et au fil de mes entretiens non directifs, sont les suivants. Premièrement, l'un des protagonistes s'engage dans une relation de couple avec quelqu'un d'autre. Cela met fin à la relation, notamment si cette dernière est de type exclusive. Deuxièmement, les personnes ne trouvent plus d'intérêt à se voir au fil du temps, car, indépendamment de la dimension sexuelle, elles ne partagent rien de substantiel sur le plan intellectuel, culturel, émotionnel, etc. La relation meurt de sa belle mort, pourrait-on dire. Troisièmement, souvent l'un des deux sujets de la modalité relationnelle plan Q développe des sentiments pour l'autre. Celui qui commence à s'éprendre du second provoque alors une dissymétrie dans la relation et, le plus régulièrement, cela conduit à la cessation de celle-ci. Le contrat n'est plus respecté dès lors qu'un projet à long terme ou de l'amour s'invite dans le lien. Tout cela étant dit, comment différencier le plan Q du sex friend? Le sex friend, ou la dimension amicale du plan Q. Le sex friend est une personne avec laquelle le sujet pratique également une activité sexuelle en priorité. Seulement, des liens amicaux, considérés comme non amoureux, s'invitent dans la relation. C'est une réalité qui peut paraître contre-intuitive pour les plus orthodoxes, comme le souligne Richard Memmeteux, ayant consacré un livre à cette pratique. Associer sexe et amitié, ce paradoxe a suffi à faire grésiller pendant des millénaires les synapses des philosophes, qui ont préféré déclarer les deux comme étant irréconciliables. Et pourtant, c'est exactement ce que l'on peut désormais décider de faire. Encore que. L'amitié est fréquemment considérée comme un lien unique et indéfectible. Comme le couple ou la famille, ce champ relationnel a ses mythes et idéaux, si ce n'est ses règles implicites ou explicites, dont celle de l'abstention sexuelle. Il s'agit, au même titre que dans le champ de la famille, avec l'inceste, d'un interdit. L'amitié est un lien volontaire, à l'inverse de la famille mais en droite ligne du couple, et théoriquement, il ne suppose pas de désir sexuel pour l'autre, à l'inverse du couple mais en droite ligne de la famille. Il s'agit d'un champ relationnel intermédiaire entre la famille et le couple. Psychosociologiquement, on observe que ce groupe couple, que sont les sex friends, si tant est qu'on les envisage comme des couples, valorise la groupalité secondaire et non primaire. C'est d'ailleurs cette dernière qui est plébiscitée par les sujets s'y inscrivant. Les théoriciens les plus orthodoxes de l'approche psychanalytique des groupes parleront probablement d'un rejet de la groupalité primaire et donc de l'hétéronomie, Castoriadis,
soit d'un mouvement de contre-groupalité primaire. Ceci puisque le couple est un groupe d'appartenance secondaire qui tend à devenir primaire dès lors qu'il fait famille, voir le chapitre 2, là où le sex friend se cantonne à la première acceptation. La sous-modalité sex friend implique une forme de radicalisation du contrat narcissique secondaire, c'est-à-dire un pacte narcissique, soit une assignation immuable univoque ou mutuelle à un emplacement de parfaite coïncidence narcissique. Quoi qu'il en soit, ces élaborations-ci nous amènent à cette question: est-ce que la sexualité peut véritablement trouver une place dans une relation reposant sur l'amitié? Peut-on encore parler d'amitié? Inversement, quand l'amitié s'invite dans la sexualité, doit-on parler de couple? Easton et Hardy, figures emblématiques du polyamour, auraient trouvé une réponse à ces questions. Ouvrez les guillemets. L'interdit touchant les relations sexuelles entre amis est une conséquence inévitable du principe selon lequel la seule raison acceptable de faire l'amour est de mener une relation monogame dans le cadre du mariage. Eh bien non. Selon nous, l'amitié est une excellente raison d'avoir une relation sexuelle, et le sexe est un moyen fabuleux de préserver l'amitié. Fermez les guillemets. N'ayant pas la prétention d'affirmer ou d'infirmer cette proposition, nous nous placerons dans une logique déconstructiviste, Derrida. Disons qu'il est sans doute vain de catégoriser tel mot derrière tel champ relationnel. Partons simplement du principe que sexe et amitié, lorsqu'ils sont envisagés sous le prisme de sex friend, sont l'assurance d'une acceptation réciproque à se fréquenter, ce qui est fort crucial à l'époque du consentement, en confiance, sécurité, sans obligation sociale, familiale ou conjugale. Quelque part, c'est, du moins idéologiquement, la promesse d'une relation centrée sur l'autonomie et la non-contrainte. En guise de parenthèse, j'ai souhaité partager au lecteur une belle manière de résumer notre propos et de parler de ce lien qu'est l'amitié en annexe. J'ai ainsi emprunté un extrait du film Five d'Igor Gottman. En ce qui concerne les motifs de cessation de la sous-modalité sex-friend, ils sont sensiblement identiques à ceux précédemment décrits dans la relation plan-cul. Mis à part la dimension supposant une absence de connivence intellectuelle et ou émotionnelle car elle est présente, d'où l'emploi de friend sans doute. En vérité, la réelle subtilité entre le plan-cul et le sex-friend fut bien décrite par Richard Miemeteux. La relation sex-friend implique qu'on se connaît, s'apprécie et se fréquente, et que cela devient la condition de la relation. Présentation des occasionnels du modèle apatride. Finalement, plan-cul et sex-friend sont des sous-modalités qui peuvent être définies comme des relations où les partenaires ont un lien dont la centration est principalement sexuelle et où l'amitié peut surgir, mais non les sentiments amoureux. Nous avons présenté ce qu'on entend par amour dans la sous-partie 3.3. J'en profite pour dire que durant cette recherche, je n'utiliserai plus le terme partenaire pour désigner les protagonistes d'une relation de ce modèle. Je lui préférerais celui d'occasionnel. Ceci pour deux raisons. Premièrement, afin de faciliter la lecture et ainsi d'éviter les malentendus, les incohérences ou incompréhensions lorsque je comparerai différents types, modèles relationnels entre eux. Deuxièmement, parce que le terme partenaire évoque une alliance avec un autre sur une potentielle longue durée, ce qui n'est pas le cas ici. Aussi, partenaire est connoté au couple dans le langage courant, à l'inverse d'occasionnel. Occasionnel évoque plutôt l'opportunité d'entreprendre quelque chose, une activité sexuelle en l'occurrence, sans que cela soit déterminé par un phénomène contingent. J'ajouterai enfin que ce terme est apparu pour suite de l'écoute de la musique J'ai trouvé ma place que nous devons à l'artiste Flint. On y entend. Je ne te parle pas d'une relation d'un samedi soir ou d'une semaine, mais de celui ou celle qu'on ne veut plus quitter d'une semelle, quand on se demande comment on faisait avant elle, quand on ne pense plus ni à ses ex, ni à ses occasionnels. Par ailleurs, durant cette recherche, précisons que l'important n'est pas de différencier le sex-friend du plan cul, mais d'identifier ce qu'il suppose. La centration du lien se porte sur la dimension sexuelle, qui est implicitement guidée par l'idéal de jouissance. Rappelons également que plan cul et sex-friend sont des sous-modèles relationnels du modèle principal qu'est le casual sex. Durant cette recherche, je propose de nommer ces relations appelées casual en employant un autre terme, celui de relation apatride. Effectivement, je préfère ne pas employer un anglicisme pour diverses raisons, mais deux sont principales. Premièrement, casual n'est nullement monosémique, ce qui n'apporte donc aucune consistance sémantique à son emploi. Deuxièmement, au risque de paraître chauvin, utiliser cet anglicisme induit que casual et sexe auraient une rigueur sémantique qui viendrait pallier un vide de notre lexique français, pourtant plantureux. Je préfère donc troquer le néologisme casual sex contre la néologie sémantique d'apatride. Ceci puisque symboliquement, elle suppose une analogie avec la situation du citoyen apatride qui me paraît signifiante. En effet, il s'agit d'une personne sans pays, pour reprendre la formule d'Hannah Arendt, là où dans le couple, il est sans lien électif. En ce sens, le sujet d'une relation apatride
est privé de son appartenance au monde de la coupalité, là où le citoyen apatride est destitué de son appartenance du monde politique. Ainsi, le modèle apatride, englobant le plan cul et le sex friend, sera défini dans cette recherche comme suit. Le modèle relationnel apatride suppose que les sujets s'engagent dans un système hétérogame, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir plusieurs partenaires sexuels, simultanément ou non. Ils n'ont pas et ne souhaitent pas, a priori, entretenir une relation amoureuse avec ces derniers. Ils peuvent entretenir sur du plus ou moins long terme des activités sexuelles avec un même partenaire, que nous nommerons un occasionnel, mais à la condition que la dimension affective ne vienne pas faire interférence dans le lien, hormis si elle est considérée comme amicale. Dès que des sentiments amoureux, donnant possiblement lieu à l'instauration d'une relation coupale, s'invitent, la relation s'arrête ou s'oriente vers un modèle relationnel revêtant un caractère coupal, comme la polyamorie, le couple traditionnel, le couple libre ou le libertinage. Cela étant dit, intéressons-nous désormais à une dernière modalité de couple relevant du type non exclusif, le dit couple libre. Le couple libre. Il se situe à la frontière du couple traditionnel, polyamoureux, libertin, voire de la relation apatride. Il emprunte des caractéristiques de chaque modèle, tout en rejetant d'autres. En revanche, typologiquement, nous pouvons clairement le situer comme un mode relationnel non exclusif. Essayons d'identifier ces caractéristiques. Le couple libre suppose, à l'instar d'un couple traditionnel, libertin ou polyamoureux, que les protagonistes ont un partenaire primaire. Là où il y a un achoppement avec la polyamorie, reste que le partenaire primaire du couple libre peut avoir des relations sexuelles avec des secondaires, le plus souvent en l'absence de la complicité du partenaire primaire, à l'inverse du modèle libertin, où les activités se font en binôme. Nous emploierons plutôt le terme occasionnel dans le couple libre pour qualifier ses partenaires périphériques, terme que l'on retrouve dans la relation apatride, car le lien avec ces derniers n'a pas vocation à s'inscrire dans le temps et, surtout, n'implique aucunement des sentiments amoureux ou affectifs. C'est ici la grande différence avec le polyamour, supposant la possibilité de liens sentimentaux et ou sexuels avec les partenaires secondaires. Dans le cadre du couple libre, les rapports avec les occasionnels se limitent à la sphère sexuelle, à l'instar de la pratique plan cul et du modèle libertin. Ainsi, comment définir ce modèle à la frontière des autres? Voici une proposition s'inspirant quelque peu de celle proposée dans le modèle polyamoureux. Le couple libre suppose l'existence d'un partenaire principal, avec lequel le sujet entretient une relation sentimentalo-sexuelle. S'y adjoignent des occasionnels, avec lesquels le sujet a l'opportunité d'entretenir des activités sexuelles, généralement éphémères, où aucun sentiment affectif ne doit advenir. Ce modèle externalisé repose sur un cadre éthique et consensuel. On retrouve à nouveau un lien avec le polyamour. Dans le couple libre, les partenaires primaires sont d'accord pour que l'autre puisse entretenir des liaisons sexuelles, dimension éthique, et en sont, le plus souvent, avertis, dimension consensuelle. Il en est de même pour les occasionnels du partenaire primaire, qui sont informés de l'existence du partenaire principal. De même, les occasionnels consentent à ce que la relation se limite à la dimension sexuelle. Le couple libre implique naturellement beaucoup de communication dans la relation socle, où le lien est enserré par un certain nombre de règles fixant les limites de l'externalisation. Voici quelques exemples. Les relations avec un occasionnel se limitent à une fois. L'occasionnel ne doit pas appartenir à la constellation amicale de l'un ou de l'autre. Si des sentiments amoureux émergent avec un occasionnel, il faut cesser immédiatement la relation avec celui-ci. Les relations avec l'occasionnel se limitent à une activité sexuelle, aucune activité extrasexuelle n'est envisageable, restaurants, loisirs, etc. Nous explorerons les subtilités de la vie intime du couple libre dans la partie 5. En guise d'ouverture, je propose 2 questions à laquelle nous tenterons de répondre au fil de cette recherche. En s'éloignant de la dimension affective, au profit d'une survalorisation de la dimension sexuelle qui délivre une forme de jouissance palpable et immédiate, contre quoi lutte l'apatride et le sujet du couple libre fréquentant des occasionnels. En mettant en acte leur volonté qu'il y ait une absence de sentiments amoureux et en surinvestissant la jouissance, par extension en étant porté par cet idéal, le sujet n'affirme-t-il pas la phrase de Lacan « Quand on aime, il ne s'agit pas de sexuel ».